Oui, là, concernant l'action partenariale que je voulais présenter, l'action est évidemment partie de ce qui avait été énoncé lors de la LJ, mais aussi la photographie de la jeunesse. Elle était aussi un constat qui était partagé lorsqu'on avait rencontré les étudiants de l'association euh, LEF, qui est l'association qui est rattaché au campus de Foix. Et c'était aussi un constat qui était partagé par le conseil d'administration du BIJ dans nos réflexions. Le constat étant qu'il y avait une demande d'information de la part des jeunes d'une part, et qu'il y avait aussi une demande de la part des jeunes de pouvoir s'impliquer dans le territoire, pouvoir s'y investir. Donc, de ce constat-là, on a travaillé avec Cécile Sarail à l'Université de Foix euh, sur sur des actions qu'on pourrait mener. Et donc, par rapport à ces manques, on a mis en place plusieurs actions à destination des étudiants. La première étant un guide que l'on a que l'on a mis en place avec un étudiant de la faculté. Alors, je vais accéder à mon slide, pardon. Voilà. Donc, la première des actions, ça a été de créer un guide donc, à l'intention des étudiants. Donc, ce guide, il a été partenarial dans le sens où on a rencontré, d'une part, tous les acteurs jeunesse du territoire, on a rencontré des élus, on a rencontré, bon, bien sûr, les jeunes de l'œuvre, je le disais, et on a travaillé, on a accueilli un étudiant en master qui était à l'université pour travailler sur la création de ce guide. Donc, l'idée étant de pouvoir y balayer toutes les infos qui pourraient concerner les jeunes, les études, bien sûr, mais aussi se loger, prendre soin de soi, être accompagné dans les démarches, notamment santé, mais aussi réaliser des projets, sortir, bouger, se déplacer. Donc, ça, c'était une des premières actions qu'on avait mis en place euh, et qui a permis de faire le tour des partenaires et de faire une première étape de ce lien entre le territoire. Mais au-delà de l'information, l'idée, ça a été aussi de rencontrer des acteurs économiques, notamment des commerces locaux, pour voir s'ils avaient envie de proposer des choses à cette population étudiante, dans l'idée d'être aussi, nous, un lien entre les jeunes et le territoire dans une démarche de développement local. Donc, ensuite, l'autre action qui a été mise en place, pardon, c'était de mettre en place sur la première d'octobre à décembre les petits déjeuners à l'université et qui regroupait plusieurs partenaires. Donc, Agir, les représentants du projet expérimental sur le pouvoir d'agir des jeunes étaient présents, le PAEJ, l'AMDA nous rejoignait à certains moments. L'idée étant de faire une première rencontre. Il y avait parfois une centaine de jeunes, d'étudiants qui s'arrêtaient à ces petits déjeuners. Donc, certains s'arrêtaient juste pour prendre une viennoiserie, mais d'autres discuter, repérer des intervenants, et ça a donné lieu ensuite des accompagnements d'étudiants. La dernière les deux dernières actions qu'on a mis en place, c'est un rallye étudiant qui a permis de mettre autour de la table aussi d'autres acteurs économiques et associatifs de la ville pour que les étudiants puissent les rencontrer directement dans leur lieu de, de fonctionnement. Donc, il y avait des commerçants, il y avait Hérisson Bellor, pour ne pas les citer, des gens qui pouvaient être ressources à un moment donné pour les jeunes. Et enfin, sur la dernière partie, on a mis en place des ateliers bien-être, de la sophrologie, du yoga dans le cadre de la semaine où ils avaient leur partiel. Donc, en fait, pour conclure, là, on s'est basé sur un travail autour des étudiants, mais c'est quelque chose qui peut très bien s'envisager sur une tranche d'âge sur des 15-25 ans,
donc, et qui peut être étendu au-delà de la population des étudiants, et qui peut être un premier pas dans le rapprochement, enfin, dans la médiation, dans la mise en synergie entre les jeunes et un territoire. Voilà pour ma part dans la présentation de cette action. Merci à toutes, merci de l'invitation et merci de l'initiative. Donc, vous présentez le campus connecté en essayant de déplier sur différents items qui nous ont été proposés par Territoire Éducatif pour voilà, arriver à organiser la communication en étant le plus clair possible, pour être le plus clair possible. Donc, le campus connecté Foix-Ariège, c'est faciliter l'accès aux études supérieures via l'enseignement à distance et un accompagnement individuel sur mesure. Et c'est aussi être un tremplin vers la reprise des études dans le supérieur. C'est un dispositif de réponse à la problématique de la mobilité des jeunes en Ariège et à celle du décrochage de ces mêmes jeunes. Le lieu, bien pour l'instant, c'est à Foix, avec des velléités de 2 territoires pour la création d'antennes du campus connecté. Et puis, c'est également des permanences du campus connecté durant la phase complémentaire de Parcoursup. Alors, je vais juste prendre 2 minutes sur cette question, sur cette notion de permanence durant la phase complémentaire de Parcoursup. Il faut comprendre que le campus connecté s'inscrit dans une politique qui consiste à donner solution à des jeunes sans solution. L'idée, ce n'est pas de supplanter aux formations existantes sur le territoire en présentiel, c'est de permettre à la fois une augmentation de l'offre, des possibilités de reprise d'études sur des formations n'étant pas existantes, mais c'est aussi du coup de s'adresser à un public qui a un besoin un peu particulier de se refamiliariser avec les études pour les reprises d'études, et pour d'autres, tout simplement de se rassurer avant de éventuellement partir à la métropole pour des études en présentiel, ou tout simplement de réintégrer ou d'intégrer les formations en présentiel sur le site universitaire de Foix, ou d'autres formations telles que les BTS ou l'école d'infirmière sur le territoire. Le public, aujourd'hui, c'est 10 étudiants, le campus connecté. Il y a une petite évolution par rapport à l'an passé. L'an passé, c'était déjà 10 étudiants, mais nous avions bénéficié notamment de la présence de personnes qui s'étaient retrouvées en distanciel forcé à cause de la crise du Covid. Et cette année, nous n'avons pas ce type d'étudiants, donc 10 étudiants qui ont un choix clair sur la formation à distance. Alors, ce public fait ce choix souvent de manière soit subie, soit relative à des injonctions liées à leur contexte social, familial, professionnel, voire aussi sur des situations de handicap. Les 10 étudiants ont entre 18 et 52 ans. 2 sont en post-bac, 2 sont en pré-bac, ils préparent donc le diplôme d'accès aux études universitaires de niveau 4, 3 sont en reprise d'études, et 3 sont en reprise d'études après 1 an d'arrêt, et 7 sont en reprise d'études après plusieurs années d'arrêt de cursus universitaire ou de formation. 4 sont en emploi et 2 sont boursiers. Alors, la question partenariale du campus connecté est faite Pardon, le téléphone n'a pas été coupé. Désolé. Je vais m'en occuper de suite. Voilà. Donc, les établissements d'inscription partenaires indirects sont non conventionnés sont on va dire les premiers partenaires opérationnels, puisque du coup, c'est eux qui émettent des formations, des dispositifs de formation à distance, et nous accueillons leurs étudiants, entre guillemets, en présentiel dans nos locaux pour les accompagner. Donc, l'action de tutorat, qui est vraiment le centre de l'activité du campus connecté, se réalise à travers des questions pédagogiques, méthodologiques et psychosociales. Nous ne délivrons pas de formation, nous accompagnons vers la réussite de formations qui sont dispensées par ces établissements. Donc, 2 personnes sont en reprise d'études, donc en diplôme d'accès aux études universitaires, filière scientifique. Et là, nous sommes en partenariat avec le CNED et l'UPVD, donc l'Université Perpignan Via Domitia. 3 sont en licence langue, littérature et civilisation étrangère et régionale avec l'UT2J, Toulouse-Jean Jaurès. 2 sont en master 1, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, le master MEF avec l'Université de Montpellier. Une personne est en certification pro d'anglais, on l'a inscrit avec la ForPro région, la formation professionnelle région Occitanie, et avec une structure qui s'appelle Arimage, qui dispense des formations en anglais. Une personne est en licence 1 de littérature avec Sorbonne Nouvelle à Paris, et cette même personne est également en graduation de géographie
en certificat de géographie avec l'Université de Laval au Québec. Et une personne, enfin, est en doctorat avec l'Université d'Exeter en Grande-Bretagne. Ensuite, le campus connecté, c'est un partenariat conventionné entre le conseil départemental, qui est donc le porteur du projet, on y reviendra, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'Association pour le développement universitaire de l'Ariège, qui gère et anime le campus universitaire de Foix, et puis l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Au niveau du conventionnement opérationnel, on est donc entre l'ADUA, le CD09 et l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Ensuite, c'est aussi un partenariat d'appui opérationnel avec la région Occitanie, la DSDEN de l'Ariège, le CIO, donc centralisé à Foix, mais les CIO sur le territoire, les secteurs jeunesse, ainsi que les missions locales. Ensuite, donc, au niveau donc, du comité de pilotage, on retrouve donc, le conseil départemental avec le service de la TECCEP, direction à l'éducation au patrimoine, l'ADUA, donc l'association qui gère le centre universitaire, la région Occitanie avec le service accompagnement des étudiants et diffusion scientifique de la direction de la recherche, du transfert technologique et de l'enseignement supérieur. Voilà, donc au niveau des structures partenaires en tant que conventionnées ou non conventionnées et opérationnelles du campus connecté. Alors pourquoi ce choix de partenariat? Alors je m'exprime là avec ma conscience et le recul que j'ai donc en tant que tuteur de ce campus connecté quant au pourquoi de ce campus connecté. Donc c'est à la base une réponse à l'appel à projet PIA 3 du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, qui consiste à ce qu'une collectivité territoriale porte donc l'initiative d'un campus connecté. Donc les 89 campus connectés à l'échelle nationale sont portés par des collectivités territoriales. Il faut aussi dans ce partenariat une université de proximité, donc nous c'est l'UT2J, et puis également dans l'appel à projet a été inséré évidemment l'association pour le développement universitaire de l'Ariège qui historiquement représente déjà un partenariat très ancien et opérationnel sur le territoire. On y ajoute à ce partenariat la DSDEN de l'Ariège, avec laquelle on agit autour de la question du continuum, donc du suivi de la scolarité du bac-3 jusqu'au bac+3, donc, et puis de l'animation de la politique éducative sur les territoires. Donc tout ça reflète un écosystème historique. Ce partenariat, donc, c'est aussi, on l'a vu avec les secteurs jeunesse, les missions locales et les CIO, notamment par rapport à la question des décrocheurs. Et puis, c'est aussi un partenariat implicite avec les établissements et les formations du supérieur en enseignement à distance, et notamment ce partenariat, puisque nous travaillons certes à l'accompagnement d'étudiants inscrits et engagés dans des formations, mais en amont, nous les orientons et nous les accompagnons à l'inscription. Donc, les atouts de ce partenariat, eh bien, par rapport à notamment un atout pour l'insertion du campus connecté dans l'animation et le développement de la politique éducative départementale et régionale, dans la transversalité. C'est aussi ces partenariats, notamment avec la DSDN, la possibilité d'informer les professeurs principaux et les proviseurs des lycées de l'existence du campus connecté, et que le campus connecté peut être une solution pour des jeunes qui auraient du mal à se projeter dans des études supérieures loin de leur territoire. Et c'est également aussi ce partenariat avec la DSDN, l'occasion donc de pouvoir informer les familles. L'atout du partenariat, c'est aussi avec l'UT2J la possibilité d'informer les étudiants inscrits au service d'enseignement à distance de l'existence du campus connecté. Et puis au-delà, avec l'UT2J, c'est aussi la possibilité d'accès à des services étudiants divers et variés, comme le soutien médical et psychologique, mais également le service d'orientation. Le partenariat, bien sûr, avec l'ADUA est essentiel puisqu'il donne accès à des locaux que l'ADUA, du coup, gère au nom de l'Université Toulouse-Jean Jaurès notamment, et dans lequel on retrouve le centre de ressources, on retrouve la restauration collective, et également l'association sportive avec les locaux sportifs, l'association étudiante qui ouvre donc sur l'offre culturelle et l'offre sportive avec les locaux du coup dédiés aux activités sportives. L'atout du partenariat avec le ministère, c'est aussi donc un lien avec les autres campus connectés, et c'est aussi la possibilité pour les personnes investies, salariées, employées dans les campus connectés, mais aussi
les animateurs et coordinateurs, les comités de pilotage notamment et autres structures d'accompagnement porteuses, c'est les possibilités de négociation nationale, notamment avec le CNED, et puis dernièrement avec les CFA académiques, avec l'objectif donc de développer des possibilités de parcours de formation en apprentissage, mais avec l'enseignement à distance sur le volet formation. Les faiblesses et limites aujourd'hui du campus connecté, c'est la disponibilité d'un écosystème déjà très opérationnel et qui assume déjà une charge de mobilisation importante. Donc, le campus connecté se surajoute à cet écosystème et c'est vrai qu'il y a effectivement une gestion de la temporalité et des disponibilités qui fait que voilà, il faut avancer pas à pas et ne pas s'empresser à trop de velléité de développement, alors qu'effectivement, je le constate depuis bientôt 2 ans, le campus connecté répond à des besoins, mais aussi crée de nouveaux besoins. Sur d'autres territoires, il est un nouveau panier de ressources. Voilà, donc c'est-à-dire que sur d'autres territoires, il n'y avait pas de pôle universitaire, il n'y avait pas d'accès particulier aux études supérieures. Alors qu'en Ariège, c'est déjà comment dire, une histoire qui est à la fois ancienne et à la fois très ancrée sur des réalités de projets, d'actions, de développement. Donc voilà, le travail, ça doit être d'insérer au fur et à mesure le campus connecté dans cette réalité déjà très présente. Ensuite, une des faiblesses, c'est la prise en charge financière du soutien scolaire. Ça paraît tout bête, mais notamment les étudiants en reprise d'études ont parfois besoin, enfin pas parfois d'ailleurs, ils ont drastiquement besoin de remise à niveau. Et là, pour le coup, on fait appel à du bénévolat, donc de personnes se sentant capables d'accompagner des jeunes sur des matières telles que les maths, la physique, la chimie, le français, etc. Voilà, c'est une faiblesse, mais à la fois un atout, puisque ça crée des opportunités de rencontres et de personnes qui bénévolement viennent au campus connecté et se font un plaisir. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas pérenne. Chaque année, il faut relancer, chaque année, il faut retrouver du cadre et voilà, c'est pas nécessairement évident. Donc, les pistes de développement maintenant du campus connecté. Eh bien, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, c'est la création d'antennes du campus connecté. Donc, c'est une logique d'évolution des campus connectés qui est partagée au niveau national entre les différents campus. Il y a des expérimentations qui sont déjà faites, notamment en Ardèche, où le campus connecté d'Aubenas a pu développer, de Priva, a pu développer ses antennes, notamment sur Aubenas, et une dernière antenne, je ne sais plus dans quelle ville, mais il y a actuellement donc en Ardèche un campus connecté qui centralise donc le projet, plus deux antennes. Ensuite, c'est des pistes de développement autour de l'accompagnement interstructure des jeunes décrocheurs. Donc, à la fois, là-dedans, on retrouve une logique de guichet relais, c'est-à-dire le jeune qui, de structure en structure, n'a pas à répéter quelque part son projet, ses besoins, etc., mais retrouve un accompagnement individualisé et partagé entre les structures. Il retrouve aussi une logique d'accompagnement à l'autonomie et à l'expression de ses besoins. On travaille beaucoup, notamment sur la question de l'estime de soi, sur l'action de s'appuyer sur ses besoins et sur ses responsabilités. Donc là, il y a un gros travail à mener et qui est déjà mené de manière aujourd'hui plutôt informelle entre notamment les secteurs jeunesse, le réseau Léo Lagrange, les CIO, les missions locales, alors évidemment avec le campus connecté, des pistes de développement notamment par rapport à cet accompagnement avec le diplôme universitaire Pépite Écrin, qui est animé par l'Université fédérale Midi-Pyrénées à Toulouse, et puis des pistes avec le campus d'excellence des métiers du tourisme pyrénéen, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, déjà des prises de contact et des opportunités avec Ariège 3A, avec BGE, avec Ariège Initiative, et puis des discussions plutôt informelles avec l'émergence future de la pépinière d'entreprise touristique. Également la question des tiers-lieux, très présents en Ariège, qui dynamise sur les territoires des possibilités, des envies de jeunes. Et donc, il y a aussi là des choses à mener. Une autre piste que j'avais eue en tête, ça serait de voir comment faire émerger le dispositif Erasmus+ auprès de mes jeunes sur le campus connecté, puisque l'idée du campus connecté, c'est de faire de l'accompagnement individuel, certes, mais c'est aussi de créer un esprit promo, favorisant le fait que les jeunes se sentent engagés aussi dans une action qui est collective. Et pour cela, donc, je mène des ateliers collectifs pour les réunir, mais voilà, Erasmus+ pourrait être un jour peut-être quelque chose d'intéressant à construire.
Ensuite, une autre piste, c'est l'apprentissage en entreprise, donc ariégeoise, avec le volet formation assumé en enseignement à distance et accompagné par le campus connecté. Donc là, il y a une discussion à mener avec le CFA académique, justement. Ensuite, une piste à développer, c'est l'attractivité de l'Ariège via Ariège 3A, donc proposer aux compagnons et aux compagnes des télétravailleurs de reprendre leurs études en enseignement à distance ou de créer leur activité professionnelle. Et là, voilà, on a donc une complémentarité avec notamment Ariège 3A et sa politique d'accueil et d'implantation de nouveaux travailleurs. Et donc là-dessus, il y a à la fois le campus connecté, puis le DU, Pépite Écrin, du coup, qui pourrait favoriser cet accueil. Et également la pépinière d'entreprise touristique. Ensuite, donc, une autre piste de développement, alors là, qui est beaucoup plus personnelle à moi, c'est pourquoi pas de mettre en place une recherche-action participative réunissant les autres campus connectés en Occitanie, qui permettrait d'échanger, de faire du transfert de dispositifs, de l'échange d'idées, et de manière de travailler. Et pour cela, il y aurait la possibilité d'avoir l'appui de la structure fédérative de recherche toulousaine qui est dédiée aux thématiques de l'apprentissage, de l'enseignement et de la formation. Voilà pour ma part. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alice Planès, psychologue à la Maison des adolescents de l'Ariège, dans le cadre du dispositif d'accompagnement des jeunes aidants. Je vais partager mon diaporama. Hop. Donc, la Maison des adolescents, c'est un service du centre hospitalier Ariège-Couserans. Son antenne principale, elle se situe à Foix au sein du pôle jeunesse et nous avons récemment ouvert une antenne secondaire à Saint-Giron. La Maison des ados, elle a pour mission d'offrir un accueil réactif sans conditions anonymes, confidentielles et gratuits aux adolescents et jeunes adultes âgés de 11 à 25 ans, ainsi qu'à leur entourage familial. Donc, l'objectif, c'est d'apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents, notamment en ce qui concerne leur santé, mais comprise au sens large. Par exemple, un jeune qui subit du harcèlement scolaire, ça va avoir des conséquences sur sa santé. L'objectif, c'est également de favoriser un rapport de confiance entre les jeunes et l'ensemble des services, notamment de soins, afin de garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et des accompagnements. La Maison des adolescents, elle travaille également à la complémentarité nécessaire des acteurs qui existent sur le territoire en visant le décloisonnement des différents secteurs d'intervention. Dans le cadre de ce service, nous développons actuellement un dispositif d'accompagnement des jeunes aidants. Ce dispositif, c'est le fruit d'une mission expérimentale soutenue par l'ARS. Et en 2019, le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé une stratégie de mobilisation nationale pour 2020-2022 afin d'agir pour les aidants avec comme priorité numéro 6, épauler les jeunes aidants. Donc, qui sont les jeunes aidants? Les jeunes aidants, ce sont des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qui apportent une aide régulière à un membre de leur famille ou de leur entourage qui peut être en situation de handicap ou malade ou aussi en perte d'autonomie, mais aussi dans des situations sociales complexes. Cette situation, en fait, elle va entraîner un niveau de responsabilité élevé pour ces jeunes. Et bien que cela produise des conséquences positives, il apparaît clairement que ces jeunes constituent à terme un public parmi les plus fragiles, notamment en termes de décrochage scolaire, d'isolement et aussi de santé mentale, parce que c'est des jeunes qui peuvent être tellement dans leur responsabilité auprès de leurs proches qu'ils ne pensent plus à leur propre projet de vie. Je fais un lien avec l'étude de 2019 menée par Territoire Éducatif donc, et l'Université Toulouse-Jean Jaurès, qui permet de révéler que parmi l'ensemble des jeunes interrogés, l'une des priorités principales pour eux est la famille. Et donc là, je fais le lien avec les jeunes aidants parce que, comme nous l'avons vu, ils vont apporter une aide régulière auprès de leurs proches. Et cette aide, elle est généralement fondée sur l'amour et sur l'attachement. Et ils accordent une place centrale à la famille dans leur quotidien. Donc, nous, on se questionne sur comment bien les accompagner dans la place qu'ils peuvent occuper tout en respectant leurs besoins.
Notre action à destination des jeunes aidants, elle comprend plusieurs axes de travail. Tout d'abord, sensibiliser les professionnels et les acteurs du territoire autour de la thématique des jeunes aidants. Travailler au repérage commun et coordonné des jeunes aidants en Ariège et accompagner ces jeunes de 11 à 25 ans sous forme d'entretien personnalisé, de soutien psychologique, de groupes de parole aussi, et de mise en réseau et d'orientation vers les services adaptés en fonction des besoins exprimés. Donc, afin de sensibiliser les professionnels du territoire, nous avons répertorié l'ensemble des partenaires qu'il faut contacter et qui vont être des ressources centrales pour identifier les jeunes aidants en Ariège, mais aussi des ressources centrales pour leur proposer un accompagnement adapté. Donc, le soleil que je vous présente ici, c'est un soleil qui a été réalisé par le laboratoire de recherche psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris-Descartes, dans le cadre du projet de recherche GED et en partenariat avec l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble. Donc, vous avez les logos en bas à droite. Ce soleil, en fait, il illustre l'ensemble des structures et des services à mobiliser lorsque l'on souhaite proposer un accompagnement aux jeunes aidants. Et là, je vais vous donner un exemple de parcours concret qui illustre la nécessité de ce partenariat. Donc, par exemple, nous pouvons réaliser un temps de sensibilisation auprès des professionnels de l'éducation nationale. Suite à cette sensibilisation, l'infirmière scolaire, par exemple, identifie la situation d'un jeune aidant qu'elle va orienter vers le service de la maison des ados, qui correspond là sur ce soleil à l'accompagnement psychologique. Donc, dans le cadre de la Maison des ados, nous allons proposer un accompagnement à ce jeune au sein du dispositif Jeunes aidants. C'est moi qui vais recevoir ce jeune et je vais identifier avec lui quels sont ses besoins, quelle est sa demande. Et par exemple, il va pouvoir m'exprimer qu'il souhaite avoir un temps de répit et être soulagé dans les tâches du quotidien, c'est-à-dire les courses et le ménage, par exemple. Et donc là, je vais mettre en lien ce jeune et sa famille avec l'association Ariège Assistance qui dépend donc, qui est une association, mais aussi un service d'aide à la personne et qui va pouvoir proposer à cette famille, à ce jeune, une évaluation de ses besoins. Donc là, maintenant, ça sera donc Ariège Assistance qui prendra cette situation en charge, mais nous, à la Maison des ados, nous pouvons bien évidemment poursuivre l'accompagnement pour ce jeune dans un espace de parole individuel, voire collectif. Donc, en fait, la mise en lien entre ces différents services, ces différents partenaires, en fait, elle est facilitée grâce à leur relation qui est déjà instaurée lors des temps de rencontre en amont où nous avons pu nous présenter nos services respectifs. Et je pense que c'est rassurant pour tout le monde, autant pour le jeune et sa famille que pour les professionnels. L'intérêt du partenariat, elle permet aussi de contrer certaines limites, c'est-à-dire que ces jeunes, ce sont des jeunes qui restent très discrets sur leur situation, ils ne se reconnaissent pas comme aidants et ils craignent aussi de voir leurs proches stigmatisés ou aussi d'être orientés vers les services sociaux parce qu'ils pensent que leur situation n'est pas acceptable socialement. Donc, c'est pas eux de même qui vont venir à la maison des ados pour se dire, voilà, je suis jeune aidant. C'est pour ça que le partenariat est nécessaire pour pouvoir les identifier et les orienter vers les bons services. Et notre rôle aussi, c'est de, suite aux sensibilisations des professionnels, de poursuivre les temps de rencontre pour vraiment donner du sens au partenariat afin de développer cette action au niveau du territoire, du département de l'Ariège, mais aussi envisager de l'essaimer au niveau régional. Voilà, si je propose à Didier Richaud, coordonnateur de la Maison des adolescents et éducateur spécialisé, de prendre la parole si tu souhaites ajouter quelque chose à ma présentation. Merci pour votre écoute. Non, merci Alice, c'était très clair, me semble-t-il. On verra s'il y a des questions. Peut-être juste faire un peu le lien avec ce qui suivra tout à l'heure, après l'intervention de M. Rollet. Je pense que ce que l'on peut poser comme jalon, c'est la question de cette mise en réseau qui est effectivement au cœur de ce projet, mais qui n'est jamais quelque chose de simple, au final, et qui nécessite d'articuler peut-être deux dimensions, une dimension un peu plus macro
c'est-à-dire d'organiser en amont des présentations peut-être avec des institutions, aller rencontrer, je sais pas, le conseil départemental, le DAZEN concernant l'éducation nationale, mais aussi en parallèle sur une action de ce type, être dans un partenariat très concret de terrain avec les techniciens, hein, les infirmières, les élus ou autres. Bon, comme tu l'as dit, c'est très compliqué de commencer à faire une liste parce que c'est difficile d'être exhaustif tellement ça concerne beaucoup d'acteurs. Mais voilà, c'est peut-être cette articulation entre une dimension un peu politique, voire en tout cas, oui, une dimension institutionnelle et une dimension de terrain. Voilà, je crois que ça sera un des sujets de réflexion tout à l'heure dans les sous-groupes. Voilà, sinon pour moi c'était très clair, merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Rollet, je suis conseiller municipal en charge de la jeunesse à Pamiers. Je suis aussi conseiller communautaire à la CCPAP. J'étais instituteur pendant plus de 40 ans et membre d'un mouvement d'éducation populaire. J'ai été responsable du centre aéré de la ville de Pamiers pendant plusieurs étés, pendant plusieurs saisons. Alors pendant la campagne électorale, et cela remonte donc déjà à de longs mois, nous avons rencontré différents acteurs de la jeunesse parce que nous sommes tous dans cette nouvelle équipe à la tête de la mairie de Pamiers un peu néophytes en politique, mais nous avons quand même des compétences. Et nous avons donc rencontré ces différents acteurs de la jeunesse. Et au cours de ces rencontres, nous avons découvert des dispositifs et des gens au service de la jeunesse, très investis, des gens très enthousiastes. Alors chacun nous a présenté ce qu'il faisait, dans quel esprit, avec quels objectifs. Ils nous ont montré les lieux dans lesquels ils travaillaient et bien sûr avec quels moyens. Parce que, évidemment, si vous êtes élu, on compte sur vous, il va falloir nous aider. Alors, tout le monde connaît ça. Alors, peu à peu, nous nous rendons compte de la juxtaposition de certains de ces dispositifs. Très peu d'interactions, même s'il en existe quelques-unes. Alors, certains dispositifs, je parle toujours de Pamiers, bien sûr, sont redondants, des offres similaires pour des publics identiques. Étonnant d'ailleurs, car la plupart de ces dispositifs reçoivent une aide de la mairie pour des prestations souvent identiques. Une fois élus, donc, il nous paraît évident que nous devons fédérer toutes ces volontés et tous ces enthousiasmes. Il y a un écueil toutefois à éviter, c'est de ne pas froisser les égos, il faut éviter le repli sur soi. Mais nous devons dynamiser, faire collaborer les compétences, rendre les dispositifs complémentaires. En clair, promouvoir une politique jeunesse digne de ce nom, sur la commune. Et pourquoi pas sur le territoire, j'en parlerai tout à l'heure. En juin 2021, nous avons provoqué une première réunion dans laquelle nous avons invité tous les acteurs des dispositifs jeunes. Cette première réunion, d'ailleurs, nous a permis de voir que nous avions oublié des partenaires. Nous découvrions un petit peu. Cette première rencontre a reçu un très bon accueil puisque tous les partenaires ont accepté de se retrouver et de commencer un travail pour une co-construction d'une politique jeunesse. Alors, à la baguette, Magali Terrail, directrice des services enfants et jeunesse de la ville de Pamiers, mesdames Bégou et Séné, que je tiens à remercier aujourd'hui en public pour leur aide. Des séances de travail ont donc été mises en place et je vais céder la parole à Magali Terrail qui va vous présenter sous quelle forme le travail s'est entrepris et s'est poursuivi et est en cours d'ailleurs. Magali, si tu veux bien. Oui, donc j'ai 2 minutes pour faire ça. Donc j'essaye de partager mon écran si ça marche, mais ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est l'idée donc de co-construire avec les partenaires, comme Michel Rollet l'a dit. Donc il y a eu on va dire qu'il y a eu une première démarche qui a duré presque 6 mois, où on a fait des rencontres avec tous les acteurs locaux du social, du sport, de la culture, de l'insertion, de la prévention et des loisirs. Et on a imaginé ensemble, donc dans un premier temps, une première rencontre, on a imaginé ensemble le Pamiers idéal, notre Pamiers rêvé. On a échangé ensuite sur le Pamiers d'aujourd'hui, la réalité, comme le disait Michel, tous les dispositifs qui existent, se connaître. Et aujourd'hui, on est sur Pamiers demain. Qu'est-ce qu'on veut ensemble faire? Donc, on a réfléchi et on a sorti 4 thématiques. On a sorti la thématique ambition éducative, l'insertion prévention, l'engagement des jeunes et le pilotage. Et à partir d'aujourd'hui,
ces 4 thématiques se transforment en groupes de travail qui vont travailler de manière autonome avec des co-animateurs, et on remercie tous les partenaires qui sont impliqués là-dedans. Et par exemple, autour du pilotage, l'idée c'est de créer évidemment un comité de pilotage avant juin. Autour de l'ambition éducative, ça sera un événement culturel qui existe peut-être déjà auquel on va s'associer. Et surtout, ça sera maintenant la parole des jeunes qu'il va falloir aller chercher sur eux aussi leur famille idéale et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous pour qu'ils nous aident à co-construire cette politique jeunesse. Et évidemment, le volet insertion, on est beaucoup sur un répertoire des acteurs parce que comme le disait M. Rollet, il faut qu'on se connaisse et qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on partage des valeurs communes. Alors les forces de cette démarche, c'est la volonté politique, vous l'avez vu avec M. Rollet, l'implication des acteurs qui sont nombreux et qui, effectivement, il faut encore aller en chercher d'autres. Le potentiel des jeunes sur Pamiers, ils sont nombreux. Et l'accompagnement technique dont a parlé M. Rollet par rapport à la plateforme qui nous accompagne et ce binôme élu-coordinateur qui, à mon avis, est essentiel pour avancer sur une démarche de politique jeunesse. Les limites, j'en ai cité 3, c'est l'implication d'autres élus. Je pense qu'il faut vraiment impliquer d'autres élus, l'élu à la culture, l'élu au sport, etc. Ça, c'est en cours de montage. L'engagement des jeunes, je l'ai dit, il faut bien que ce soit notre principale action à partir d'aujourd'hui. Et enfin, je finirai juste par les jeunes, ils viennent de toutes les communes. Et comme le dit M. Rollet, il faut réfléchir à la politique intercommunale. Et donc, je lui relaisse la parole, puisqu'il va parler de la démarche intercommunale qui a été entreprise depuis septembre 2021. Merci. Oui, merci Magali. Alors effectivement, l'équipe qui s'est trouvée à la tête de la mairie de Pamiers, pour une grande part, se retrouve à la communauté des communes du pays de Pamiers. Et à ce niveau-là, nous avons entrepris une réflexion pour positionner la politique jeunesse intercommunale. Alors, il faut savoir en préalable quelque chose de très important, c'est que la compétence jeunesse ne fait pas partie des compétences prises en charge par la CCPAP, mais cela ne nous interdit pas de nous intéresser à la jeunesse. D'ailleurs, une phrase un peu toute faite, un territoire qui ne s'intéresse pas à sa jeunesse est quand même un territoire sans avenir. Alors, accompagné par Territoire Conseil, un organisme d'État au service des collectivités, les élus ont dressé, alors les élus du territoire ont dressé dans un premier temps un autodiagnostic, s'efforçant de révéler les atouts, les handicaps et les évolutions constatées dans les différents domaines qui concernent la vie des jeunes dans le territoire. Alors, ce travail collectif avait pour but de mobiliser le plus grand nombre d'élus sur une préoccupation qui peut ne pas être spontanée quand même. Dans cet autodiagnostic, les élus ont d'abord fait une estimation des ressources et des potentiels du territoire. Il s'agissait de repérer les personnes ou des groupes susceptibles de s'engager dans un projet auprès de la jeunesse. Repérer également les structures et les associations intervenant sur ce même secteur. Il y a eu aussi une estimation des personnes et des groupes en difficulté sur le territoire. Et enfin, une estimation des risques d'aggravation des situations et des enjeux du territoire. Ce travail d'élu correspond à ce que nous appellerons la phase 1 du travail. Ce travail d'estimation ensuite a été complété par le témoignage d'acteurs locaux et des institutionnels de la jeunesse. C'est la phase 2 du diagnostic. L'attente était surtout de connaître le regard que ceux-ci portaient sur la situation et l'évolution du territoire dans le domaine de la jeunesse. Chacun des acteurs, par ses interventions et son expérience sur le terrain, a identifié les enjeux sociaux majeurs. Alors, parmi ces acteurs, on a essayé d'être variés et d'être représentatifs. Il y avait tant la mission locale, la gendarmerie et la police nationale, les lycées, le lycée de Pamiers, le club de foot féminin de la Tour du Crieux, la MJC de Pamiers, les services de jeunesse de Pamiers, Saverdun, Mazères, Saint-Jean-du-Falga et la Tour du Crieux, à travers des témoignages mutualisés. Il y a aussi une intervention du PAEJ, Point Accueil Écoute Jeunes, le Bibliopole et la région Occitanie. Il nous reste la phase 3, au cours de laquelle nous avons rencontré des jeunes, évidemment. Il s'agissait, à travers leurs paroles, de recueillir leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés. Nous avons rencontré des jeunes d'horizons très différents. Il y a eu des jeunes des ateliers éducatifs rémunérés, des jeunes du club nautique de Pamiers, pourquoi pas, des bénéficiaires de la garantie jeune, des jeunes du club de foot de Mazères, des jeunes dans les villages, Brie, Canté, Saint-Kirk, des jeunes de l'espace jeune de Saverdun, des collégiens de Pamiers et des lycéens. Au cours de la
phase 4, nous avons croisé les regards des élus, donc, des acteurs et des jeunes pour nourrir une réflexion collective sur l'implication de l'intercommunalité dans le pilotage souhaité des politiques jeunesse. Nous avons ainsi dégagé 9 thématiques que vous connaissez tous, puisque vous êtes tous des acteurs de la politique jeunesse. Alors, les thématiques transversales qui intéressent les jeunes, ce sont l'emploi et l'insertion, la scolarité et la formation, les loisirs, la culture, la vie associative, les pratiques et les équipements sportifs, la ou les mobilités, la santé physique et mentale, les usages numériques, on en a parlé, l'éducation, la parentalité et les conditions de vie, très important, l'engagement et la citoyenneté, et pour terminer, évidemment, le pilotage de cette politique jeunesse. Notre démarche diagnostique au niveau du territoire est maintenant terminée. Le 23 mars, à Saverdun, nous aurons une réunion de restitution, un moment de débat également. Alors, certains d'entre vous que je vois à l'écran sont invités parce qu'ils ont été acteurs, mais si certaines personnes sont intéressées par ce retour, elles peuvent s'adresser à la CCPAP, directement à ses bureaux, et demander à Madame Manon Parmentier pour avoir une invitation. Ça se passera le 23 mars au cinéma de Saverdun. Je crois qu'il y a 190 places possibles. Quoi qu'il en soit, je tiens à la disposition de ceux qui le souhaitent le contenu de chacune des phases, qui serait trop long d'énoncer aujourd'hui, évidemment. Et comme je l'ai dit en préambule de mon intervention, la communauté des communes n'a pas de compétences jeunesse, en tout cas sur le territoire de Pamiers. Toutefois, les regards croisés ont permis de mettre en avant des préconisations. L'avenir nous dira comment la collectivité les prendra en compte et comment elle donnera suite à ce travail de plusieurs mois. Comme vous pouvez le comprendre, il nous reste encore du chemin à parcourir, mais nous restons optimistes. Voilà, je vous remercie.